Ok. Alors bonjour à tous. Et je vais commencer par vous souhaiter une excellente année. J'espère que toutes les couleurs du monde que vous espérez seront là pour vous pour toute l'année 2025. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que vous avez tellement eu de vœux que vous allez tellement exploser de bonheur que après ça va tellement dégouliner que vous savez plus savoir quoi en faire. Voilà, mais bon, en tout cas, je vous le souhaite là, le mieux possible pour vous. Est-ce que, Mildred, est-ce que tu peux mettre le... Et après, Est-ce que c'est bon là? pas encore, ça devrait arriver. Là, non, on voit toujours, c'est flou. Non, non, on voit toujours les... Voilà. Est-ce que là, en Mm. grand écran, c'est bon? Non. Eh bien là, c'est flou. Alors, je comprends pas pourquoi c'est flou. C'est très flou même. C'est ta Par contre, diapositive, par ouais, contre, c'est que la tu diapo. vois? Ouais, ouais, c'est la diapo est très floue. Est-ce que pour tout le monde, c'est flou aussi? Ouais. Oui. Ouais. Ah bon? Ok. C'est Oui, c'est étrange. flou. Ouais, tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a la bande passante, vous êtes un peu trop... peut-être enlever vos caméras, peut-être? Ah non, non, là, c'est bon. Là, c'est bon. Tout le monde va Est-ce que bien, là, là? c'est net et c'est ta diapositive? Ouais, ouais, c'est ça. Très bien. Impeccable. Super. Oui, très bien. Impeccable. Parfait. Bon, Merci. ok. Euh, Ça refloute de temps en temps, c'est bizarre, mais bon. Après, je demanderai peut-être à tout le monde d'enlever sa caméra. Rebonjour à vous. Donc, quatrième webinaire qui est donc initié par la cellule recherche de la Fédération française de badminton et surtout présenté surtout par les lauréats du prix mémoire étudiant. Je rappelle que il va y en avoir un par mois jusqu'en juin, j'ai choisi l'alternance de faire une thématique plutôt sur la préparation physique et une thématique plutôt sur les sciences humaines, que le domaine donc de ce quatrième webinaire, c'est plutôt sur la partie sciences humaines, qui est un domaine, en tout cas le domaine que va nous présenter Mildred, c'est un domaine qui est souvent discuté, ok. Mais est-il réellement connu et est-il travaillé avec les athlètes? Moi, j'ai des doutes, mais avec Mildred, eh bien, écoutez, vous allez avoir un éclairage assez important qui va nous permettre d'en discuter après. Donc, merci Mildred déjà d'être avec nous, d'avoir voulu bien présenter ton travail et je te laisse la parole. Ben, merci beaucoup de m'avoir invité et proposé de présenter. Donc, j'ai intitulé la présentation Anticipation, expertise et fatigue, un trio gagnant ou perdant en badminton. Un petit peu pour susciter votre curiosité sur déjà dans votre pratique, comment est-ce que vous voyez ce trio et puis voir si nous, avec nos connaissances plutôt en recherche, est-ce qu'on a pu donner une réponse et est-ce que ça coïncide ou pas avec ce que vous aviez en tête. Donc du coup, je commence rapidement par une présentation professionnelle de mon parcours. Donc moi, je suis issue de STAPS et puis de l'École normale supérieure dans le domaine sport et éducation physique. Et ce qui est plutôt intéressant pour aujourd'hui en tout cas, c'est que j'ai effectué ma thèse à l'INSEP et avec la Fédération française de badminton. Je suis partie ensuite à l'étranger et puis je suis aujourd'hui maîtresse de conférence en STAPS à l'Université de Poitiers. Ce parcours, ça m'a permis de traverser plusieurs laboratoires de recherche et plusieurs instituts de haute performance, dont l'INSEP et l'INS Québec, et puis de travailler avec certaines fédérations à la fois françaises et puis étrangères, et spécifiquement québécoises et canadiennes. Pour du coup introduire mon propos aujourd'hui, je ne vais pas vous redéfinir le badminton parce que vous le connaissez bien, mais je remets juste aujourd'hui les 4 facteurs de performance qui ont été mis en lumière par Fonsoufa et Lafaille avec les caractères anthropologiques, physiologiques, biomécaniques. Et le dernier critère qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les processus visuels qui seraient du coup des facteurs de performance, que l'on soit novice à gauche ou expert à droite.
Et dans processus visuel, on met dans ces termes-là également l'anticipation et la prise de décision. Je vais commencer par quelques définitions pour qu'on soit tous, en tout cas qu'on ait aujourd'hui les mêmes termes définis pour la suite de mes propos. Et donc, tout ce qui est anticipation, c'est défini comme un facteur de performance en sport et on pourrait parler de jugement d'anticipation et on va en parler tout le long aujourd'hui. Ce jugement d'anticipation, il est permis par la coordination des habiletés perceptivo-cognitives et on pourrait le lier à perceptivo-cognitivo-motrice. Mais spécifiquement, si on s'intéresse à habileté perceptivo-cognitive, le défini ici, c'est des capacités qui sont liées à la perception des informations sensorielles et on voit qui regroupe tout un tas d'actions qui sont les détections, la discrimination, l'identification, la reconnaissance, la classification, l'évaluation et l'intégration. Donc, ça regroupe vraiment de nombreux termes autour de ces informations sensorielles, en lien avec les connaissances existantes, donc les connaissances que j'ai en tant qu'athlète, et qui aboutit à une interaction appropriée avec l'environnement. Donc, ce sont des capacités qui sont vraiment en lien avec ce que j'ai déjà emmagasiné et l'environnement dans lequel je suis. L'anticipation, elle peut être définie, elle l'est notamment par Robin Borès du CNRS à Toulouse, comme une tâche sensorimotrice. Et dans cette définition, ça signifie qu'on ne pourrait anticiper que ce que nous sommes capables de faire. Donc ça remet un peu parfois, ça peut remettre en tout cas en question la définition d'anticipation. Et donc, de manière claire, l'anticipation, c'est la capacité à utiliser des informations, qu'elles soient visuelles et non visuelles, qu'elles soient contextuelles et cinématiques, pour prédire ce qui va se passer, soit avant ou au début de l'action de l'adversaire, et pour prendre une décision correcte. Alors, en fonction du lieu de recherche, ça peut être en utilisant des réponses qui peuvent être verbales, en appuyant sur un bouton, et nous, dans le cadre du badminton, en faisant appel à la motricité. Si on revient sur cette définition un peu plus spécifiquement, dans tout ce qui est information visuelle, on peut s'intéresser à tout ce qui est comportement visuel, c'est-à-dire où est-ce que je regarde pour prendre l'information, et à tout ce qui est attention, où est-ce que je focalise mon attention pour prendre cette information. En termes de non visuel, ça va faire appel notamment à toutes les connaissances que j'ai, soit à l'instant T, la connaissance de l'adversaire que j'ai, la connaissance de l'environnement dans lequel je suis, la connaissance du score, mais ça peut aussi faire appel à des connaissances intérieures sur moi, mon propre jeu, par exemple. Ça fait référence aussi à tout ce qui est comportement moteur. Donc, l'anticipation, on peut la lier à tout ce qui est comportement moteur, aux réponses motrices que je vais donner grâce à cette anticipation. Et on voit qu'il y a la notion de prise de décision qui est liée à cette anticipation en termes de décision correcte. Et la prise de décision, c'est également un jugement et qui est, en termes de définition, qui se passerait après l'anticipation. J'anticiperais pour derrière prendre une décision. On a essayé de schématiser un petit peu cette définition de l'anticipation avec ici l'anticipation en orange qui serait un jugement qui permettrait derrière une action et donc qui serait visible par des comportements, donc le coup que j'ai réalisé, est-ce que je l'ai réussi ou raté, ou le type de coup que j'ai réalisé. Et cette anticipation, elle serait possible par un certain nombre d'habiletés perceptivo-cognitives, spécifiquement l'attention visuelle, en lien qui permettrait une prise d'informations visuelles, à la fois à ma recherche dans l'environnement, quelles informations je vais chercher, et la détection des éléments pertinents. Ceci est possible à partir des connaissances que j'ai emmagasinées. Je ne vais pas rechercher la même chose en fonction de mon niveau d'expertise. À partir de ces premières définitions, je vous expose ici le projet scientifique de thèse que j'ai effectué donc à l'INSEP avec l'Université de Paris, qui a été financé par l'École normale supérieure de Rennes et qui a été permise par avec la Fédération française de badminton. L'objectif, c'était d'apporter des connaissances qui étaient descriptives et possiblement explicatives sur le jugement d'anticipation à partir des 4 déterminants qui ont été mis en exergue dans la définition que je vous ai proposée précédemment, qui sont les comportements visuels, l'attention, les connaissances qui peuvent être mobilisées et les comportements moteurs. L'objectif, c'était d'évaluer les effets de l'expertise et les effets de la fatigue liés à la réalisation notamment de matchs. Donc, on s'insère ici dans une perspective d'être le plus proche possible de la pratique et c'est ce que notre méthodologie va essayer de faire. En termes de méthode, c'est un projet de thèse, donc ça dure sur 3 années au moins et donc ça implique un certain nombre d'études.
et un certain nombre de matériel utilisé. Là, je ne vais pas détailler le matériel utilisé, mais juste pour vous expliquer brièvement ce qu'on a fait, on a fait porter des eye trackers ou oculomètres portatifs, donc comme des lunettes aux athlètes, pour mesurer où est-ce qu'ils regardaient. Et on a aussi enregistré avec un caméscope c'est ce qu'ils faisaient lors de sets notamment ou lors de situations. Je vais en reparler par la suite. Et donc, ces vidéos, elles étaient utilisées a posteriori pour justement parler des comportements moteurs réalisés, notamment en termes de performance, est-ce que le coup était réussi, ou en termes de temps de réaction, c'est-à-dire combien de temps l'athlète mettait pour réagir au coup adverse. Voici du coup les différentes études qui ont été faites et je vais revenir spécifiquement sur chacune. Donc tout d'abord, je vais vous demander de vous intéresser à cette étude-là en rouge, qui est la première étude. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré lors de la réalisation d'un match complet les comportements visuels et les comportements moteurs chez des experts. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? Ce qu'on montre, c'est que les experts, ils sont plus rapides à répondre, c'est-à-dire en termes de temps de réaction, ils répondent plus rapidement que des novices. Et ils ont un temps de fixation, donc là on est sur les recherches visuelles, qui sont plus longues et ils regardent plus souvent. Ils se focalisent quand même sur des zones d'intérêt qui sont différentes par rapport aux novices. Eux, ils s'intéressent spécifiquement, donc le volant reste une zone d'intérêt majeure, hein, que ce soit pour les novices et les experts, mais chez les experts, en zone d'intérêt également vue, c'est notamment sur l'adversaire, à la fois sur la raquette et sur le haut du corps de l'adversaire. Une autre étude qu'on a effectuée, c'est l'étude 2 et 3 ici, chez des novices et chez des experts. On leur a fait réaliser un match complet, un protocole de fatigue qui était un protocole issu de protocole d'entraînement avec des allers-retours sur un demi-terrain. Et puis, on a fait effectuer un nouveau match après ça, en mesurant, pareil, les comportements visuels et les comportements moteurs. Les résultats obtenus, ça montre que chez les novices, il n'y a pas d'effet de la fatigue. Alors ça, en termes notamment de limites méthodologiques, ça peut notamment s'expliquer par les comportements des novices avec des comportements plus lents pour se replacer entre deux points, etc. Donc, finalement, un effet du protocole de fatigue qui peut être plus limité. Par contre, chez les experts, cette notion, ce protocole de fatigue, ça a provoqué des temps de réaction, donc des comportements moteurs plus rapides, ce qui parfois peut être un peu contre-intuitif. Et puis, en termes de comportement visuel, des comportements visuels qui ont été modifiés liés à la fatigue, avec des fixations qui étaient plus longues ici et moins de fixations. Donc, on regarde plus longtemps, mais moins de choses. Une fois qu'on avait fait ça sur donc, des matchs, on se rend compte qu'un match, c'est une variabilité de situation. Et donc, on s'est dit, OK, on a pu mettre en exergue un petit peu, expliquer globalement ce qui se passait en termes de comportement moteur et de comportement visuel lors de matchs. Mais typiquement, un match, c'est une alternance de plein de situations différentes, notamment défensives et offensives. Et donc, on s'est intéressé ici à l'étude 4 en jaune, à uniquement une situation d'entraînement. Et donc, pareil, on a fait faire une situation d'entraînement, le protocole de fatigue identique au protocole précédent, et on a refait faire la situation d'entraînement. Brièvement, la situation d'entraînement proposée, c'est celle-ci. C'est le joueur ici à gauche qui était mesuré, donc qui travaille, je dirais. Donc, globalement, ça démarre au milieu du terrain. Il envoie le volant à son adversaire ici à droite. Et puis là, ils font un certain nombre de dégagés fond de cours entre eux. Et le joueur à droite décide quand il veut de faire l'attaque de son choix. Donc ici, on mesure ici la capacité à réceptionner cette attaque. En termes de résultats, ce qu'on voit, c'est que la fatigue, elle a un impact sur le comportement des experts. Donc, de nouveau, les experts sont plus rapides en situation d'entraînement. Mais cette fois, les comportements visuels sont modifiés par rapport aux données qu'on a pu avoir en match, avec des fixations qui étaient plus courtes en moyenne, et puis dépendantes des zones d'intérêt. Et typiquement, il y a 3 zones d'intérêt qui ressortent avec une modification des comportements visuels liés à la fatigue, avec une diminution des fixations sur le bas du corps et sur le volant, mais une augmentation des fixations au niveau du vide qu'on a appelé après impact du participant. C'est-à-dire que moi, en tant que participant, je vais regarder plus longtemps une zone vide, c'est-à-dire une zone qui potentiellement n'est pas définissable ni entre la raquette et le volant, mais qui se situe juste après mon coup réalisé. Et j'ai une zone vide avant de pouvoir retrouver soit le volant que j'ai envoyé, soit mon adversaire.
Je remets ici les résultats obtenus sur ces 4 études. Je ne vais pas développer la dernière étude, qui est une étude décontextualisée de terrain, qui était des tâches sur ordinateur, qui globalement montrait que les experts étaient plus focalisés en termes de compétences, d'attention, mais dans un environnement hors badminton. À la suite de ces résultats qu'on obtient, donc sur une description lors de matchs et lors de situations d'entraînement, on a essayé en tout cas de proposer un modèle de l'anticipation chez l'expert qui se situe lors d'un échange complet, donc entre le coup de l'adversaire, le coup que j'ai effectué en tant que joueur, jusqu'au retour vers le coup de l'adversaire. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que plus je vais aller vers le coup qui est réalisé par mon adversaire, plus je vais avoir d'informations qui vont être disponibles sur le coup que mon adversaire va me faire. A contrario, plus je vais arriver vers ce coup de l'adversaire et plus je vais arriver vers mon coup, moins je vais avoir de temps pour me déplacer. Donc moi, en tant que joueur, plus je vais arriver vers mon coup, moins je vais avoir de temps pour me déplacer et m'ajuster au coup que je reçois. C'est ce qu'on appelle l'anticipation coïncidence, c'est la capacité à intercepter au bon moment le volant de mon adversaire, donc à toucher la raquette, le contact raquette-volant du participant. On a remis, pour proposer ce modèle, les déterminants dont on a parlé précédemment, donc les comportements moteurs, les comportements visuels, l'attention visuelle et les connaissances. Et puis, on a essayé de définir chacun de ces déterminants lors de cet échange. Globalement, ce qui se passerait, c'est qu'autour du coup de l'adversaire, j'ai une reprise d'appui qui est effectuée systématiquement par les athlètes et ce qu'on appellerait un temps de réaction. Donc là, qui est situé ici à droite, donc je réagis au coup de mon adversaire. À ce moment-là, où est-ce que l'athlète regarde? Il regarde ce qu'on appelle le vide après contact, c'est-à-dire qu'il regarde au niveau du coup de l'adversaire. En général, il y a une zone qui se situe entre le futur point d'impact volant-raquette, et donc il est toujours en train de regarder là alors que le volant est déjà parti. Donc là, il lui faut un temps avant de retrouver le volant qu'il va recevoir. Après, en termes de comportement moteur, il se déplace globalement sur le terrain et à ce moment-là, il regarde spécifiquement le volant et les lignes. Dans ligne, c'est les lignes du terrain. En gros, ce qu'on présuppose, c'est qu'à ce moment-là, en regardant les lignes, il vérifie que le volant qu'il reçoit est bien dans le terrain. Plus on s'approche du coup du joueur, donc du coup que je dois réaliser lorsque j'intercepte, plus en termes de comportement moteur, je vais avoir un ajustement, donc léger par rapport à un déplacement, un ajustement de ma position pour bien intercepter le volant et la pose du pied avant pour au moment, donc position finale au moment du contact de l'impact raquette-volant. Au niveau des comportements visuels, à ce moment-là, on est sur ce qu'on appelle vide avant et après contact de ma propre raquette avec le volant. Et à ce moment-là, ça s'appelle vide, enfin l'appel est vide dans le sens où c'est des zones qui ne sont pas définissables. L'athlète ne regarde pas sa raquette, ne regarde pas le volant qu'il reçoit, ne regarde pas une partie du corps spécifiquement. Mais du coup, ce qu'on appelle plutôt vide, et on va faire le lien avec qu'est-ce qui se passe en termes plutôt cognitifs à ce moment-là, et je vous l'explique par la suite. Là, j'ai envoyer. Donc là, on est dans la phase d'envoi de mon volant vers mon adversaire. Et en termes de comportement moteur, j'ai un replacement. Donc, je me replace en général au milieu du terrain. Et à ce moment-là, j'ai plusieurs zones que l'athlète va regarder. À la fois le volant qu'il vient d'envoyer, l'anticipation, c'est ce qu'on a appelé la zone, donc le futur point d'impact possible entre le volant et la raquette de mon adversaire. Je vais aussi regarder le haut du corps de mon adversaire et sa raquette. Et puis, plus on va s'approcher du coup de l'adversaire, on retrouve ce qu'on a vu précédemment ici, la reprise d'appui qui peut être effectuée parfois avant le coup ou parfois après le coup, et le temps de réaction. Et ici, si le temps de réaction est avant, on serait plutôt sur de l'anticipation, et ici, plutôt de la réaction. En termes d'expertise, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas de modification des comportements moteur en fonction des situations et de la fatigue. Mais par contre, on a une modification, et là, c'est notamment lié à la performance mesurée. Alors, en plus des mesures qu'on a effectuées, on a également essayé de faire un lien avec la performance réalisée. En termes de performance réalisée, ce qu'on a regardé, c'est est-ce que le coup effectué était bien renvoyé de l'autre côté du terrain et dans une autre zone plutôt vide, donc pas sur l'adversaire. Et également, est-ce que le point à la fin était gagné ou perdu? Ce qu'on voit, c'est que peu importe la performance réalisée, les comportements moteurs ne sont pas modifiés. Par contre, il y a une modification des comportements visuels qui peut être assez légère, notamment sur la situation d'entraînement.
mais en termes lors des matchs réalisés, on a une modification notamment avec des fixations plus longues sur la raquette et sur l'adversaire lorsque je réussis, lorsque je gagne des points ou lorsque je réussis mon coup. Si on s'intéresse maintenant aux déterminants de l'anticipation en termes d'attention visuelle, alors là, elle peut être assez large. C'est pour ça que j'ai remis les termes globaux de l'attention. Elle est sélective dans le sens où je vais sélectionner dans mon environnement les informations que je juge pertinentes. Par contre, les termes qui sont en dessous, là, c'est une alternance d'attention qui peuvent être exogène, endogène ou implicite et explicite. Donc, est-ce que j'oriente volontairement mon attention ou est-ce que c'est l'environnement qui me fait orienter mon attention? Et ça, je mets juste en garde sur le fait qu'on ne peut pas y répondre parce que l'eye tracker mesure le lieu de regard mais ne me dit pas où est-ce que l'athlète porte spécifiquement son attention. Et en termes de connaissances, ça, on l'a surtout mesuré lors des situations d'entraînement en questionnant l'athlète sur quelles connaissances il a possiblement mobilisées. Et donc, sur la situation d'entraînement, les connaissances mobilisées sur son adversaire sont primordiales parce que je sais quel coup d'attaque il préfère faire et quel coup il aime moins. Donc, j'anticipe un petit peu possiblement l'attaque qu'il va me faire. Mais sur un match, il y a également d'autres facteurs qui peuvent être pris en compte, le score, le déroulé de l'échange et puis les connaissances que j'ai de moi-même. On peut associer du coup chacune de ces parties à qu'est-ce qui se passe cognitivement. Et donc, autour du coup de l'adversaire, que ce soit ici ou ici, on est plutôt sur un traitement de l'information par rapport aux informations prélevées sur mon adversaire. En phase de réception, on est également sur un traitement de l'information. On continue à traiter l'information, notamment sur le volant qu'on va recevoir, mais on est également sur tout un aspect moteur, puisque je me déplace et je m'ajuste à ce volant reçu. Et autour du coup du joueur, on est sur plutôt une paramétrisation de mon mouvement, quel mouvement je vais réaliser. Je continue à traiter de l'information, mais elle peut être sur le volant, mais elle peut aussi être sur des informations plutôt internes. Et puis, on est sur un contrôle attentionnel sur quel mouvement et comment je vais le réaliser. Après avoir proposé ce modèle de l'anticipation experte, ce qu'on a vu par rapport à la littérature, c'est que on pouvait dissocier le traitement de l'information sur le volant en termes de direction. Est-ce que le volant que je vais recevoir plutôt à gauche ou à ma gauche ou à ma droite? Et en termes également de profondeur. Est-ce que je vais recevoir plutôt un volant derrière filet ou en fond de cours? Et donc, à partir de cette littérature qui dissocierait en direction et profondeur, on a émis les hypothèses suivantes par rapport au comportement moteur et au comportement visuel. Quelles étaient les parties qui correspondaient plutôt à la direction ou à la profondeur? Donc ici, en violet, par exemple, la reprise d'appui, elle est plutôt en faveur de répondre à la direction du volant que je reçois, alors que le temps de réaction et le déplacement seraient plutôt liés à la profondeur. Et en termes de comportement visuel, on peut voir par exemple que les lignes et haut du corps et raquette sont des zones qui serviraient à répondre, à prendre de l'information sur à la fois la direction de mon volant et à la fois la profondeur de mon volant. Alors que le volant qui est regardé souvent au début de cette phase de réception servirait plutôt à avoir de l'information sur la profondeur. Excuse-moi, ça floute beaucoup là. Je ne sais pas trop pourquoi. Même ton visage flouté et je ne vois pas. Mais continue quand même, mais je te le dis. Voilà. Ok, bah, si jamais vous ne voyez plus, n'hésite pas à m'arrêter. Ouais, mais on voit plus là. Ouais. Ouais, c'est flou là, hein. C'est excessivement flou. Et pourtant tout le monde a. Ouais, ouais. Écoute, continue quand même. Continue. De temps en temps, ça s'éclaircit. Donc, Ok, bah, si besoin, je reviendrai sur les diapos après ouais, s'il y a des choses qui étaient du coup ouais, un peu d'accord. trop floues à Ok. visualiser. Je t'enverrai Ok. le diapo si besoin. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Donc après avoir défini un petit peu là ce qui se passait lors de matchs et de situations d'entraînement, l'objectif était également d'essayer de proposer un modèle sur les effets de la fatigue. Et donc, ce qu'on peut voir par rapport, je reprends le schéma de départ, les effets de la fatigue, c'est que en termes de comportement moteur visible, on a vu que ça augmentait, ça avait un effet de la fatigue sur les comportements avec une augmentation en termes de rapidité de réaction. Par contre, ça n'a aucun effet. La fatigue n'a eu aucun effet sur la performance que nous avons mesurée, pour rappel, en termes de coûts réussis ou ratés et de points gagnés ou perdus. Et en termes de comportement visuel, on voit qu'il y a une augmentation de la focalisation et une modification, une influence de la fatigue sur les comportements globaux, avec notamment la durée de fixation. Comment on peut expliquer ces modifications liées aux effets de la fatigue avec
en objectif une absence de modification de la performance, mais quand même des modifications motrices et visuelles. Et ça, on peut l'expliquer. Ferme peut-être ta caméra, peut-être. Et repartage. Ouais, c'est Est-ce que bizarre. tu... Non, mais vas-y, continue. C'est toujours flou, mais ouais, c'est encore plus flou. Ouais, mais vas-y, continue. Mais voilà, vas-y, continue. Ok, c'est étonnant. C'était Mm. pas flou quand on s'est entraîné Là, mardi. ça va. Ok, Là, bon. ouais. Donc, par rapport à la littérature, on pourrait expliquer ces modifications de comportement moteur et visuel par des mécanismes dits compensatoires. Donc, avec les effets de la fatigue, je compense les possibles effets néfastes sur ma performance à part une adaptation dans mes comportements moteurs et visuels, justement pour que cette performance ne soit pas modifiée. Après, je mets juste un bémol sur cette conclusion dans le sens où la performance mesurée, pour rappel, voilà, elle était assez binaire, point gagné, point perdu et coup réussi ou raté. Du coup, par rapport à la question qui était posée au départ, avec anticipation, expertise et fatigue, est-ce que c'est un trio gagnant ou perdant en badminton? Alors, la réponse, elle est rarement arbitraire, notamment avec les données de la recherche. Mais du coup, ce qu'on peut voir, c'est que l'expert a des adaptations en termes de comportement liées aux effets possibles de la fatigue et qui, du coup, sont plutôt en faveur, ou en tout cas ne nuisent pas à l'anticipation. Après, selon les situations considérées, on pourrait considérer que ça pourrait être perdant ou gagnant. Mais voilà, là, en tout cas, on peut voir que l'anticipation est liée à l'expertise et que les comportements des experts s'adaptent aux effets néfastes possibles de la fatigue. Cette thèse, elle avait aussi vocation à répondre à des questions de terrain, d'où le fait que la méthodologie soit très centrée sur le terrain avec des mesures en conditions réelles. Et donc, l'objectif, c'était aussi de faire un retour au terrain. Donc, on a fait des propositions de retour aux entraîneurs et athlètes. Là, c'est plutôt pour vous montrer visuellement ce qu'on peut redonner après de telles études aux entraîneurs et aux athlètes. Donc, globalement, à gauche, là, Ouais. c'est uniquement sur les situations... Ouais, c'est hyper flou. C'est je- hyper flou. Et je sais pas pourquoi. Je peux Je. revenir en mode comme ça si c'est moins flou. Je sais Non, pas. non, c'est pareil. C'est Ok. pareil. Bah, je sais pas quoi te dire. Euh, Faut Est-ce peut-être que. se connecter et se reconnecter. Ouais, peut-être. Je vais partager moi l'écran, je vais voir Ah bah oui, ce si que tu ça veux, oui. donne. Oui. Diapo 27 du coup, s'il te plaît. Ouais. Hmm. Est-ce qu'il est là? Je pense qu'il est là. Oui, on le voit. Et par Super. contre, il faudrait que je le mette en diapo. En tout cas, cette version n'est pas floue. Merci. Super. Oui, Voilà, ouais, là. nickel. C'est Merci bon pour beaucoup. vous? Ok. Oui. Du coup, voilà, c'était une proposition qu'on a faite aux entraîneurs et aux athlètes. Donc, à gauche, ce que vous pouvez voir, c'est un tableau, donc là, uniquement sur la situation d'entraînement. Et donc, on remet, en discussion avec l'entraîneur, on a divisé en 3 catégories la situation réussie. Est-ce que c'était une séquence qui était réussie plus une séquence réussie, une séquence perdue? Donc là, c'est lié à des échanges avec l'entraîneur. Et donc là, l'objectif, c'était de pouvoir montrer dans le tableau les zones regardées et combien de temps. Et à droite, en termes plutôt de représentation graphique, c'était de montrer un petit peu le pattern visuel, donc en termes d'évolution, l'ordre du regard, qu'est-ce que je regarde en tant qu'athlète en premier, puis qu'est-ce que je regarde après pour chacune des séquences catégorisées, donc est-ce qu'elles étaient réussies ou ratées. Je veux bien que tu passes du coup à la diapo suivante, parce que j'ai plus la main, je suis désolée Michel.
Ouais. Voilà, super. Et une deuxième proposition qu'on a effectuée, c'est un modèle de proposition de modèle d'entraînement de l'anticipation à partir des 5 catégorisations proposées par Turner et Hall en 2019. Donc nous, le modèle d'entraînement, c'était de l'anticipation. À partir de ça, il fallait définir un certain nombre d'indicateurs de performance. Donc là, à partir de la définition des indicateurs type comportement moteur, comportement visuel et puis comportement attentionnel. Et derrière, réfléchir aux qualités qu'on entend, qualités sous-jacentes à ces indicateurs. Et donc, en termes moteurs, et ben, par exemple, le temps de réaction et la reprise d'appui, on a pu voir que c'était des comportements essentiels, en tout cas en termes de mesures dans les comportements moteurs. En termes de qualité sous-jacente au comportement visuel, tout ce qui est stratégie visuelle, dans le sens où est-ce que je regarde, combien de temps. Et puis, en termes attentionnels, cette notion d'attention plutôt globale ou locale. Après avoir réfléchi aux qualités, on réfléchit à quels tests on peut effectuer en laboratoire et en test de terrain. Et donc là, ce sont plutôt des réflexions avec les entraîneurs, avec des tests plutôt généraux et spécifiques au badminton. Donc typiquement, reprendre des situations qui sont effectuées, comme on a pu le faire avec la situation d'entraînement. En termes de comportement visuel, plutôt essayer des occultations, donc cacher volant et corps, donc pas toujours évident à faire sur le terrain, mais aujourd'hui, il y a plusieurs outils qui sont réalisables, et je pense notamment à la réalité virtuelle. Et puis ça, lors de situations ou lors uniquement de sets. Et puis plutôt des tests en termes attentionnels. Donc, il y a des tests de laboratoire qui existent, type le NAVON et l'ANT, ce qu'on avait fait, nous, lors d'études 5. Mais il y a aussi un intérêt à réfléchir à l'attention sur le terrain. Et là, ça vaut aussi le coup d'avoir le retour des athlètes, même s'il y a des choses qui ne sont pas toujours conscientisées. Mais sur telle situation, où est-ce que tu penses, où est-ce que tu regardes, où est-ce que tu portes ton attention. Et à la fin, l'objectif, c'est pouvoir mettre en évidence un certain nombre d'exercices possibles pour répondre à ce modèle d'entraînement. Et donc là, les réponses possibles, donc là, je suis sur la colonne tout à droite, c'est un certain nombre de réussir à varier les situations de réponse et s'entraîner en conditions de fatigue, parce qu'on a pu voir que la fatigue impacte les comportements moteurs et visuels. Possiblement, en termes de comportement visuel, donner un certain nombre de consignes sur les zones d'intérêt, regarder telle ou telle zone. Pareil, proposer des situations qui permettent d'occulter certaines parties, ce qui permet de varier les situations et de varier la prise d'information des athlètes. Et puis, pareil, toujours essayer de proposer ces conditions de fatigue. Et en fait, cette condition de fatigue, elle a un sens parce que elle répond typiquement à une réalisation de match. Je ne peux pas passer, pardon. La diapositive suivante. Et pour finir, je vous propose quelques références. Alors, elles sont liées à la thèse que j'ai exposée aujourd'hui. Les deux premières, c'est finalement des publications scientifiques qui sont liées aux études énoncées aujourd'hui. Et je vous ai mis derrière 2 références en anglais, en français, pardon. Typiquement, il y a la thèse qui a été rédigée et vous retrouverez l'ensemble des résultats et aussi des graphiques proposés. Et puis, on a plus récemment rédigé sur The Conversation en français un court article sur anticiper pour mieux performer. Et donc, ça vous donne quelques réflexions supplémentaires. Diapositive suivante. Merci. Donc, du coup, je vous remercie pour votre attention et je laisse place aux échanges. Donc, comme vous avez pu voir, c'est une réflexion très scientifique. Donc, je trouve qu'il y a sûrement matière à échanger à partir de ces quelques connaissances peut-être supplémentaires, qu'est-ce que vous pourriez en faire sur le terrain. Je vous remercie à tous et puis je suis désolée pour le flou. J'espère que je n'ai pas été aussi floue que mon PowerPoint aujourd'hui. Merci Mildred. Tu remets peut-être ta caméra? Oui, je peux. Ouais, effectivement, oui, oui. Merci. On va voir si tu es flou encore. Non, ça va. Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ok. Merci encore à toi. Mais écoutez, on a 25 minutes devant nous, donc n'hésitez pas. Voilà. Voilà, vous levez la main, vous levez pas la main. La parole est à vous. C'est pas forcément pour des questions, mais si vous avez des
remarques ou si vous voyez comment utiliser certaines de ces connaissances ou c'est le moment c'est un partage peut-être de connaissances et d'expériences. Cédric. Oui, bonjour à tous. Ouais. Moi, je voulais savoir concernant les comportements Est-ce que visuels. est-ce que tu peux rapidement te présenter? Est-ce que tu es entraîneur, pas entraîneur? Enfin voilà. Voilà, merci. Bonjour à tous, je suis entraîneur club. Ouais. Merci. Donc voilà. Moi, je voulais savoir concernant les comportements visuels, quand tu as fait ton étude, tu avais marqué que les experts avaient une attention notamment sur le haut du corps. Mm. Est-ce que tu as un peu plus de détails sur quelle partie du haut du corps cette attention se porte-t-elle? Alors, du coup, c'est vraiment le regard qui se porte et pas forcément l'attention. Juste, je module parce que c'est vraiment une des limites des connaissances apportées aujourd'hui. Alors, non, parce que ce qu'on a, en fait, c'est un point de regard où est-ce qu'il regarde à ce moment-là. Donc, c'est assez large et l'outil de mesure me permet difficilement de vous dire si c'est pile le coude ou si c'est plutôt l'épaule. Et donc, on ne s'est pas aventuré sur ça. Par contre, c'est clairement le haut du corps et une zone, et là, ça a un intérêt, la zone dont je parlais tout à l'heure d'anticipation, possiblement la future zone du point d'impact raquette-volant. Le lieu de regard, il est là, mais on peut aussi présupposer que les athlètes ont leur attention plutôt en périphérie de ce point, et donc possiblement soit regardent plutôt le tamis, la raquette, ou plutôt le coude ou l'orientation de l'épaule. Ça peut être quand même parfois assez aussi large que ça. En termes de périphérie. Donc oui, désolée pour cette réponse pas binaire, parce que le haut du corps, finalement, c'est assez large. Ouais, non, Par mais contre, merci. Ouais, oui, vas-y, pardon. pardon. Vas-y, Cédric. Parce que moi, je me posais cette question-là, vu qu'on essaye, en tant que joueur de badminton, de retarder le plus tard possible les frappes, et je voulais savoir s'ils arrivaient à percevoir des indices, si c'était plus le coude, l'épaule, le poignet, etc. Mais après, je comprends Ouais, que ça, on n'a pas forcément tous les outils pour mettre ça en place. oui, disons que la distance fait que, la distance entre les deux joueurs fait qu'en termes de précision de mesure, on ne peut pas s'aventurer à dire si c'est plutôt le coude ou plutôt le poignet. Ok, merci. Oui, désolée. Alors, est-ce qu'on peut dire quand même que c'est au-dessus des épaules? Ok, c'est autour du bras. Ok, bras et puis tout le reste. Est-ce on pourrait dire ça? Oui, on peut. Après, il y a souvent aussi un point de focus sur le tronc qui est, donc au haut du corps, on a ça. Non. Mais c'est vrai que tout ce qui est la majorité, c'est effectivement, et quand on associe haut du corps et zone qu'on a nous appelée anticipation à le futur point d'impact, effectivement, on est plutôt sur de l'épaule à la main et à la raquette, à l'orientation de la raquette. Ok. Et est-ce que tu penses qu'il y aurait des possibilités d'aller effectivement une réponse plus précise, enfin, avoir une réponse comme le demandait Cédric? Est-ce qu'il y aurait des possibilités? Alors, oui, il y a des possibilités dans le sens où nous, le matériel qu'on a utilisé, aujourd'hui, ça s'est aussi beaucoup développé. Il y a du matériel qui peut être plus précis. Et après, l'intérêt, c'est aussi, je pense, de combiner en fait les mesures. Donc nous, là, c'est une mesure qu'on dirait plutôt objective dans le sens lieu de regard par rapport au matériel utilisé. Mais j'en parlais un peu plus à la fin avec la notion de prendre l'athlète en considération. Et donc, savoir où lui pense regarder. Alors, parfois, il peut y avoir des dissonances entre. Parce qu'en fait, on peut voir en direct. J'ai une tablette et je regarde en direct où est-ce que l'athlète regarde. Et donc, en tant qu'entraîneur, je me dis, je lui ai donné cette consigne où, après échange, tu penses que tu regardes où? Je pense que je regarde là. Moi, quand je regarde sur ma tablette, tu ne regardes pas là. Et donc, il peut y avoir cette dissonance-là. Mais ça vaut quand même le coup de compiler les mesures. Donc, eye tracker, puis entretien, notamment. Je pense. Mais ouais, Frédéric. Oui, Mais attends, Cédric, tu peux enlever ta main, s'il te plaît? Lever. Vas-y, Fred. Fred? forcément chercher à faire de correspondance avec cet outil qui permet de voir soi-disant, il regarde. Est-ce que vous leur avez demandé de manière générale, qu'est-ce qu'ils regardent
pendant un échange et donc au moment des frappes de l'adversaire, est-ce qu'il regarde quelque chose en particulier, que ça se traduise ou pas objectivement avec la mesure qui est faite. Mais si eux disent, moi ce que je regarde c'est ça, quel que soit ce que peut dire l'outil, et je veux quand même bien les croire sur ce qu'ils regardent, même s'il y a un décalage, tu vois. Donc, est-ce que vous leur avez demandé de manière générale ce type de choses, ce type Non, d'informations? non, justement, c'est une perspective en fait qui semblerait assez intéressante, c'est de combiner justement à des données liées à l'athlète, à des données subjectives de l'athlète. Complètement. Ben, subjectif, je ne sais pas. Dans le sens où c'est l'athlète qui retranscrit ce qu'il dit et qu'après son lieu de regard, alors il n'est pas forcément conscient au moment de ce qu'il fait, de où est-ce qu'il a regardé. Donc ça vaut le coup de pouvoir faire plutôt sur, par exemple, des situations ou des séquences très courtes pour pouvoir avoir le retour de la tête le plus proche possible de la situation vécue. Plus difficile, par exemple, après un match complet Bien sûr. de questionner. Oui, mais on pourrait aussi se dire, euh, l'athlète, lui, dans sa façon de s'organiser et de jouer, se dit, moi, je regarde ça de toute façon, pas forcément à chaque frappe de l'adversaire, mais de manière générale, ce qui m'importe, c'est de regarder son épaule, son coude, sa raquette, sa prise ou autre. Et là, bah, c'est quelque chose qui est peut-être subjectif parce qu'il le déclare, mais en même temps, pour lui, c'est très objectif puisque c'est ce qui lui permet d'anticiper la frappe de l'adversaire. Oui, tout à fait. Oui, oui. Ce que j'appelle subjectif, c'est parce que c'est une donnée retranscrite par l'athlète, par l'humain. Donc, il y a cette notion de subjectivité. Mais je comprends de vouloir le lier à l'objectif dans le sens où pour lui, c'est objectif de regarder telle ou telle zone d'intérêt. Oui, complètement. Après, c'est des échanges qu'on a eus assez récemment du coup avec Michel, puis on avait eu pendant la thèse, c'est que là, ce qui est proposé, ça reste quelque chose sur une moyenne de quelques athlètes experts. Mais il y a cette notion aussi d'individu où peut-être que le modèle proposé n'est pas systématique à tous les individus. Et effectivement, peut-être qu'un individu, un athlète regardera plus ou se focalisera davantage sur telle zone et pas sur les autres. Même si dans la catégorie expert, il y a 3 ou 4 zones qui ressortent. Donc il y a oui cette notion d'individualisation qui semble importante. Merci. Julien, Oui, bonjour. Moi, je me posais une question par rapport à la prise d'information. On parle du visuel. Avec la vitesse de réalisation de frappe, je suis un peu perplexe sur la prise d'information visuelle si elle n'est pas couplée à l'information auditive. Oui, je Et comprends. Oui. je ne sais pas si on a des informations ou je pense qu'il peut être intéressant. Je repense à certains joueurs étrangers qui avaient tendance à amener un peu de voix en même temps qu'ils produisaient des slides, par exemple, pour masquer un peu le départ. Oui, c'est hyper intéressant et effectivement, plus on couple les données sensorielles reçues ou perçues, plus on est proche de ce qui se passe en réalité. Nous, là, c'était pas réalisable et pas faisable, mais enfin, c'est certain que il- la prise d'information, elle n'est pas uniquement visuelle. Et donc, que plus on va réussir à récupérer, enfin, en tout cas, à décrire l'ensemble des informations utilisées, plus on se rapproche de ce qui se passe réellement. Donc oui, oui, complètement en phase sur le fait que ça aurait un intérêt d'avoir des mesures plutôt auditives, enfin, en complément du visuel, puisque c'est bien une intégration multisensorielle, effectivement. d'autres éléments? Yann, ton micro est éteint. Voilà, c'est bon. Vas-y. Oui. Ouais, bonjour à tous. Donc Yann, directeur de la Ligue de Normandie de badminton. Merci. Moi, j'avais une question par rapport à votre étude.
elle a été faite essentiellement sur les frappes main haute de l'adversaire? Alors non, elle a été faite lors de matchs, donc tous les coups ont été pris en compte. Parce que voilà, je suis étonné, moi, par rapport notamment aux frappes au filet un peu sous pression, en main basse, que le joueur porte son regard sur le haut du corps. Oui, alors, oui, je comprends. Là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les résultats proposés, c'est une moyenne globale de ce qui s'est passé lors de matchs. Et donc, on n'a pas isolé effectivement le type de coup réalisé, ce qui, par rapport à votre remarque, fait sens, qui pourrait être intéressant de s'intéresser à quelle stratégie visuelle j'ai en fonction du coup reçu, effectué par son adversaire. Mais là, juste les résultats, c'est sur une moyenne globale lors de matchs, donc tout coup confondu. Merci, oui. Alors, je sais pas du tout, je crois qu'il y a Thierry qui est là, hein. Je sais pas où c'en est. Moi, je vais rencontrer Claire la semaine prochaine, Claire Calmels, qui fait une étude sur prise d'infos, prise de décision. Et je lui en avais déjà parlé, dans le sens où certains joueurs sont peut-être plus capables d'observer ou de réagir et d'anticiper de façon plus forte quand ils sont au filet, où certains sont plutôt sur le fond du court, certains sont plus sur le côté revers, d'autres sont plus sur les aspects latéraux. Voilà, donc le côté individuel et individué faudrait effectivement, enfin, permettre effectivement d'affiner encore plus ce dont a besoin l'athlète, si toutefois il en a besoin, quoi, pour travailler l'anticipation, ou en tout cas le manque d'anticipation qu'il a sur certaines zones plutôt que sur d'autres. Et peut-être même sur certains types de joueurs plutôt que sur d'autres. Là, effectivement, ça rejoint un peu, je pense, Yann, ce dont tu parles. Et Claire Calmels devrait en principe permettre d'aller dans ce sens-là. Mais bon, c'est encore à voir. Mais peut-être que Thierry, si tu es encore là, peut-être que t'as des éléments peut-être à signaler que si tu as vu Claire depuis, quoi. Voilà. Non, j'ai pas d'éléments complémentaires à ce que tu dis. Nous, là, il y avait une autre étude, donc du coup avec Claire qui portait sur des éléments complémentaires de ce qu'a fait Mildred. Mhm. Et donc on avait travaillé sur un projet APID où on travaille sur l'obstruction et la réaction liée à des obstructions d'action et voir si les sportifs avaient des réponses positives ou négatives par rapport à où allait atterrir le volant. Et donc, on a après travaillé sur un outil d'entraînement, soit derrière l'écran ou sur le terrain, avec des projections de match sur un écran géant face aux joueurs. Donc, je pense qu'il y a des choses complémentaires. L'élément que Mildred amène aussi, c'est pouvoir identifier où porte le regard, où le joueur porte son regard au moment de la frappe. Mais c'est assez complexe, de toute façon, ces éléments-là, parce que même si un joueur porte son regard en vision centrale sur une zone, il y a des choses qui se passent aussi en prise d'infos en vision périphérique. Donc, ça demande beaucoup de travail aussi, d'échange avec le joueur en fonction de ce qu'on observe avec les lunettes. Et ce que vous en avez parlé, hein, ce que le joueur, lui, a la sensation de regarder et de traduire par rapport à ce qu'il voit de l'action. Donc, c'est vraiment pour nous, sur les populations INSEP, le travail, il est beaucoup après sur l'individualisation. C'est essayer de mieux comprendre comment chaque athlète a ses stratégies visuelles pour l'aider à entraîner ses stratégies visuelles et à prendre des décisions les plus rapides et justes possibles pour être dans des logiques d'anticipation. Donc, on essaye de mettre en place des entraînements spécifiques sur le sujet. Ouais. Alors, c'est vrai que Claire, elle est sur l'INSEP, alors on avait plus collaboré. Mildred, à l'époque, elle était partie travailler au Québec. Oui. Donc, on avait, après sa thèse, il y a eu moins d'échanges et puis il y a eu beaucoup de modifications du staff sur l'INSEP aussi en même temps. Donc, ça mériterait après que Mildred puisse discuter avec Fernando, voir les possibilités de travail complémentaire à ce que fait Claire. Une question, Thierry, est-ce que tu as l'impression que les athlètes, ils ont bien conscience de ce qu'ils regardent? Quand tu leur en parles, oui, ils ont conscience. Maintenant, est-ce que, je ne sais plus qui a posé la question, est-ce que le verbatim des joueurs est
est très juste avec la réalité. C'est là où il faut Exact. regarder les Ok, ok. décalages, parce que si tu as un joueur qui te dit je regarde les pieds et que sa vision centrale elle est sur C'est la ça. raquette C'est vrai. avec les lunettes, tu te dis bon, là il y a un petit peu de Et discussion à oui, voir avec lui. oui, Est-ce c'est pour ça. que C'est pour ça. en centrant son regard sur la raquette, il voit les pieds? Ben, il y a des choses après à explorer, mais ça prend effectivement du temps et il faut faire des manips là-dessus. En tout cas, sur les joueurs qui ont plus utilisé l'outil là, Rapid, c'est Alex. Alex, il y a eu des progrès énormes sur ses temps de réaction et la justesse des réactions. Et bon, alors là, après, le pourcentage de ce travail-là sur sa réussite post-JO et sa montée en puissance rapide ces derniers mois, ben, je peux pas dire, mais lui, il est friand de ce travail-là. Il est friand de. Pour lui, c'est vraiment un jeu. C'est comme s'il jouait aux échecs avec un adversaire, d'être derrière l'écran et quand il y a obstruction, de savoir où le joueur a envoyé le volant. Il adore ça. Merci Thierry. D'autres questions? Une question pour moi. Justement, Thierry, si il est friand de ça et qu'il a eu des résultats et qu'il y a certainement une part de pourcentage sur Alex sur les résultats qu'il a fait, quand est-ce qu'on peut penser à généraliser l'outil pour ceux qui sont en Pôle France Relève, voire Pôle Espoir, voire même déjà à commencer sur les clubs à venir pour lancer le truc et habituer comment ça s'appelle, nos joueurs français à utiliser cet outil-là, notamment si on sait déjà que, en tout cas pour Alex, c'est sûr, ça a fonctionné. Alors, quel pourcentage, on ne sait pas. Et même si c'est que 5%, il faut les prendre, hein. On est sur du haut niveau, donc on est sur du détail. Voilà. Donc ma question, moi, elle est, quand est-ce que ça redescend pour Alors, tout le monde? c'est en cours, mais c'est un problème aussi de RH parce que en fait, derrière l'outil, il faut faire du tagage de match pour savoir si ton joueur il a répondu juste ou pas juste face à un adversaire. Il faut qu'il travaille sur des matchs qui sont tagués avec où va atterrir le volant sur le coup d'après. Donc, si tu veux, pour le décliner sur l'INSEP, on l'a fait aussi avec les simples dames, on l'a fait avec une bonne partie. On est sur les mêmes logiques pour essayer de le déployer un peu plus sur le double, ce qui est plus complexe encore avec le double. Ouais. Et si on voulait le déployer sur des pôles espoirs, par exemple, il faudrait qu'on ait des matchs aussi qui correspondent à la population de joueurs qui rencontrent. Parce que peut-être si on fait réagir un joueur de pôle espoir contre Axel Sen, c'est peut-être pas le plus facile pour lui pour identifier les coups et le faire progresser sur cette lecture et cette anticipation. Faut qu'on soit capable de taguer des matchs à différents niveaux de compétition pour que, je pense, ça soit pas trop complexe pour des joueurs non experts. Donc c'est notre volonté. Maintenant, ça prend quand même beaucoup de temps sur cet aspect tagage. On espérait, parce qu'en même temps qu'on a lancé le projet Rapid, on a essayé des outils de tagage automatique et on espérait avec l'intelligence artificielle, avec un volume de match important, trouver des algos qui étaient capables de reconnaître les actions finement et reconnaître surtout les zones où étaient joués les volants. Et comme on a des matchs en 2D, on n'a pas encore d'outils qui permet d'avoir une fiabilité assez importante pour taguer les matchs en direct. Donc si on avait cet outil-là, on pourrait taguer beaucoup de matchs et déployer plus vite cet outil. À l'heure actuelle, comme on tag encore partiellement, quasiment à 100% à la main, ça prend beaucoup de temps pour construire la base de données de match. Merci Thierry. Patrice, tu avais une question? Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ok. Il y a aussi, il me semble, une grosse partie de l'anticipation qui se fait au fil du match, parce qu'il y a une histoire de match et on connaît bien mieux son adversaire à la fin du deuxième set, voire même au troisième set. On sait qu'il y a des coups qu'il fait ou des coups qu'il fait jamais. Donc il y a cette anticipation-là qui est aussi intéressante, qui se confond un peu avec la prise d'option, quoi, hein. Et il me semble
que c'est plus difficile à développer chez les jeunes filles, qui ont peur de prendre des anticipations et qui ont peur de faire des choix tranchés, quitte à se tromper. Je vous rejoins complètement sur la connaissance de son adversaire. Alors ça, nous, on l'a mesuré uniquement sur la situation d'entraînement et donc des adversaires déjà connus dès le début. Et ils le disent, hein, donc ça va vraiment dans le sens dans l'évolution du match, mais effectivement, ils le disent qu'ils savent le coup préféré, le coup plus faible, enfin voilà, les préférences en tout cas des possibles coups qu'on va recevoir de son adversaire, et donc ils anticipent effectivement ça. En termes après de genre, nous, on n'avait pas cette possibilité de pouvoir dissocier et de comparer. Mais par rapport à ce que vous dites, moi, je n'ai pas la littérature en tête par rapport à ça, mais ça, forcément, là, ça interroge et ça fait appel à la fois à quelle situation d'entraînement je peux proposer, mais aussi à la posture, je dirais, en termes de consignes, d'encouragement, enfin voilà, d'accompagnement des athlètes en fonction de leur réponse à cette volonté, enfin à cette réponse d'anticipation. Est-ce que je vais oser ou pas anticiper telle ou telle frappe? Là, c'est à la fois les situations proposées, mais je dirais aussi la posture de l'entraîneur par rapport à ça. Oui, Ouais. ou même la place des femmes et l'éducation donnée de la société, hein, oser prendre des Complètement, risques. oui, complètement, c'est plus large. Ouais, j'allais te poser la question, Patrice, à quel endroit tu avais lu ça, et j'allais te renvoyer sans doute sur des études sociologiques et éducatives du rôle de la femme et de comment elles sont éduquées encore au sein de la société, quoi. Est-ce que ça revêt pas aussi de donc la place de l'entraîneur qui va bousculer aussi un petit peu ça, quoi. Parce que sinon on peut croire que c'est génétiquement programmé que la femme effectivement va moins prendre de l'anticipation que l'homme, quoi. Voilà. Et ça, Non, oui. enfin, je On suis est pas plutôt sur une spécialiste de la construction génétique. sociale, oui, mais Ouais, ouais. pour le coup, on est plutôt sur une construction sociale et dont tous les acteurs sont partie prenante, dont les entraîneurs, effectivement, les clubs. Une dernière question, ou remarque, ou intérêt, ou autre chose. Jobran. Alors, vous m'entendiez? Oui. Moi, j'ai une petite question. Je voulais savoir, est-ce que des consignes ont été données aux adversaires pour masquer au maximum leurs réponses, surtout lors de la 4e étude? Et est-ce que le niveau pratique de l'adversaire correspondait à chaque fois à ton sujet test, Mildred? Ok, bah, merci beaucoup de pouvoir me permettre de préciser ça. Alors, aucune consigne n'a été donnée sur le coup réalisé, notamment pour les matchs où l'objectif, c'est d'avoir une représentativité de ce qui se passe réellement lors de matchs en compétition. Là, c'était un match d'entraînement. Donc non, pas de consigne à ce sujet. En termes de situation d'entraînement, l'unique consigne, c'était de réaliser l'attaque de son choix à partir de 1 à 3 dégagés reçus. Donc pareil, pas de consigne sur caché ou pas caché par rapport à ça. Et après pardon, en termes de niveau d'adversaire, donc là, concrètement, en termes d'échantillon, on est sur les athlètes simples, hommes et femmes, qui s'entraînaient à l'INSEP à ce moment-là. Donc, des adversaires qui, en tout cas, ont essayé de correspondre le plus possible au niveau correspondant du participant. Mais voilà, ça reste que le groupe étant assez restreint, eh ben, on peut avoir des différences de niveau, mais ça reste quand même l'élite française qui s'entraînait ensemble et donc qui a été mesurée les uns contre les autres. Super, parfait. Merci. Il est Moi, 13h. j'ajouterais Oui, juste une vas-y. dernière chose par rapport à la représentativité, et notamment quand on parlait des situations d'occultation avec des écrans, lorsqu'on peut utiliser des écrans. Aujourd'hui, on est de plus en plus en réflexion sur est-ce que l'écran 2D représente réellement, en tout cas les stratégies visuelles qu'on peut mesurer lors d'un écran 2D, est-ce que ça représente vraiment les stratégies visuelles qui se passent sur le terrain dans un environnement qui n'est pas en 2D. Donc, il y a plein de questions à ce sujet-là. La littérature, elle n'est pas hyper tranchée, mais c'est pour ça aussi qu'il y a des outils qui se réfléchissent de plus en plus à proposer des vidéos 3D, 360 degrés, où
carrément création d'environnement virtuel pour essayer de répondre le plus possible à la réalité du terrain. Voilà, c'est juste ça aussi que vous pouvez avoir en tête, parce qu'il existe des choses qui peuvent aussi être intéressantes sur ces sujets-là. Il est 13h. On va s'arrêter là. Je remercie bien sûr tout le monde. Quasiment tout le monde est resté jusqu'au bout. Donc, merci à toi, Mildred. Merci aux questions posées. Et puis, prochain webinaire le 6 février, le jeudi 6 février à la même heure. Et ce sera plutôt sur un aspect technique. Voilà, merci encore. Passez une excellente journée. Et puis à bientôt. Bye Merci bye. beaucoup. Ok. Mildred, tu restes avec moi. Jobran Oui. aussi. Si tu